Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez. Nous allons débuter ce webinaire consacré au cluster Eureka XCS. Alors je vois que certains d'entre vous sont encore en train de se connecter. Le replay sera de toute façon disponible. Alors je suis désolée, vous ne pouvez pas me voir, ça on a un problème avec la caméra, mais j'espère que vous m'entendez bien. Sans plus attendre, peut-être simplement vous remettre dans le contexte de ce qu'est XCS. Tout d'abord, XCS est un programme issu du programme Cluster d'Eureka. Eureka, c'est un énorme réseau d'une quarantaine de pays, vous le voyez, donc on n'est pas sur la zone géographique européenne exclusivement, on va beaucoup plus loin dans le monde. Et l'idée, c'est que Eureka, c'est le programme intergouvernemental de financement. Donc pour vous qui écoutez, vous connaissez tous sans doute Horizon Europe, qui est le programme de financement de la Commission européenne. Eh bien, c'est un programme, c'est un réseau qui n'est pas Commission européenne, qui n'est pas financée par la Commission européenne, mais financée par les pays, qui font ces liens entre eux et qui permettent la facilitation de collaboration R&D entre les entreprises de leur pays. Dans ce cadre-là, nous avons plusieurs programmes. Aujourd'hui, on va vous parler du programme Cluster, un programme qui s'applique et qui s'adresse à la fois aux PME, aux ETI, mais également aux corporates et aux partenaires académiques. Simplement, en courte introduction sur ces clusters, vous avez peut-être entendu parler d'autres clusters. Pour rappel, ils sont au nombre de 5. Nous allons parler aujourd'hui d'XCS, mais il y en a également d'autres. Eurogia sur les technologies bas carbone, ITA4 sur le volet software, Smart sur le volet plutôt hardware avec la Smart Manufacturing et Celtic Snake sur tout ce qui est télécommunication. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on sera sur XCS qui est dédié aux composants et systèmes électroniques. Et sans plus attendre, du coup, je vais laisser la parole à notre représentante du cluster XCS qui va vous présenter un petit peu ce qu'est ce programme XCS. Bonjour à tous, merci Nolwenn. Donc, je suis Sherazade Azizi, donc je travaille chez ANEAS et XCS est un des programmes que l'on gère. Donc, tout d'abord, de quoi s'agit-il? Donc, comme Nolwenn l'a souligné, donc c'est un cluster Eureka. Donc, qui est focalisé dans le domaine des composants électroniques et systèmes. Alors, XCS, en fait, est géré par l'association ANEAS, qui est une association industrielle. Donc, le programme XCS est un programme transnational de R&D entre les autorités publiques et les industries, hein, comme on vient de le souligner. Donc, c'est assez large. On va des grandes entreprises aux PME, aux universités et aux RTOs. Donc, juste pour vous donner aussi un petit parallèle, on a beaucoup d'expérience dans le management en fait, de ce type de programme, puisqu'on a déjà géré, peut-être certains d'entre vous ont participé à des projets de l'époque de 4N. Euripides, c'est un petit programme qui est sur sa fin, qui est aussi géré par ANEAS. Et enfin, on finalise Pinta. Et Euripides et Pinta ont pour successeur donc XCS. On a aussi une activité complémentaire que l'on réalise avec Excel et Cadity Journal Undertaking. Et on a un support aussi, puisqu'on travaille, et je vous l'expliquerai notamment sur le corps des domaines avec EPOS et Insight, avec un document qui s'appelle XCS RIA. Donc, pour ANEAS, c'est une association industrielle, comme je l'ai souligné. Vous pouvez devenir membre. Il n'y a pas de fee pour adhérer en fait à ANEAS. Ensuite, si vous participez à un projet, vous ne serez ponctionné d'un petit pourcentage en fait uniquement si le projet a été labellisé et est financé. Donc, comme je l'ai souligné, en fait, on travaille avec plus de 300 experts pour pouvoir mettre en place le XCS RIA, qui est le document qui est à la fois utilisé pour XCS, mais aussi utilisé pour d'autres associations comme EPOS Inside et aussi utilisé par Cadity Journal Undertaking, donc peut-être certains d'entre vous le connaissent. Donc, je vous invite, si vous souhaitez valider et voir si vous avez des idées de projet et s'ils peuvent correspondre en fait à au domaine d'application, à aller sur notre site. C'est un document qui peut être téléchargé en version électronique. Donc, pourquoi XCS? Pour créer de l'innovation, pour faire part d'un écosystème, pour construire un consortium qui soit un consortium international focalisé sur la R&D. Vous avez la possibilité en fait d'avoir l'expérience pour créer un projet collaboratif.
Vous accédez donc à des financements nationaux et j'espère que vous aurez plus d'informations aujourd'hui que vous pouvez matcher avec notre call. Et pour avoir, et c'est le dernier point mais pas des moindres, un impact économique. Donc ici, vous pouvez voir un petit peu résumer ce que je viens de dire au niveau des grandes lignes. C'est un petit peu plus ici détaillé. Donc c'est le fait, pour moi, qui travaille dans le programme, le feedback que je reçois des entreprises, c'est d'avoir vraiment un partenariat qui est un partenariat international, de pouvoir aussi adhérer à un écosystème pas uniquement national, donc d'élargir son écosystème à différents pays, notamment en Europe. Et à travers le programme, je voudrais déjà souligner que vous avez la possibilité en fait, d'accéder à une expertise. Je l'expliquerai après un petit peu plus en détail sur le monitoring que nous, on réalise, qui est fait avec des experts qui font partie de l'association AENEAS. Donc ça, je reviendrai un petit peu plus en détail là-dessus. Donc, et la deuxième partie de pourquoi participer, c'est pouvoir effectivement rejoindre des idées nouvelles, pouvoir créer de la différence et donc du coup effectivement donner vraiment une différenciation à votre entreprise, un boost de la compétitivité et de la croissance et non des moindres puisque les projets XCCS sont des projets de 3 ans, c'est permettre en fait un accès au marché beaucoup plus rapide. Donc, pour le fonctionnement d'XCCS, ici, sur cette slide, vous avez résumé le process un petit peu général entre la soumission des projets, donc, par rapport à l'idée que vous pouvez avoir, vous pouvez rejoindre une idée d'un partenaire. Donc ça se fait en ce moment. Je vous expliquerai juste après à quel point on se situe aujourd'hui au niveau du timeline du call. Vous avez la possibilité donc de construire votre consortium. Après, on arrive sur une soumission de projet. XCCS est un programme qui s'effectue en 2 étapes. On a ce qu'on appelle la Project Timeline. Si votre proposition est validée, on va sur ce qu'on appelle la FPP, donc la Full Project Proposal. Et à la fin de cette FPP, vous avez une évaluation qui se fait en commun avec les autorités publiques nationales et les experts d'AENEAS pour pouvoir labelliser. Et ensuite, vous avez dans la décision en fait de financement. Ensuite, sur le dernier encart d'XCCS, qui est un encart dédié en fait au process. Donc, je serai très rapide puisque c'est une fois que vous êtes financé, vous avez l'aide de l'Office pour votre Project Start. Vous avez un monitoring, donc une aide avec des experts. Et enfin, une revue finale à la fin de votre projet et un impact qui est réalisé aussi par notre équipe de la communication. Donc, je vais ici vous montrer le timeline de cette année du call 2. Nous avons lancé notre call 2 fin septembre. Donc, aujourd'hui, on est sur la création en fait, d'idées, sur construire son projet ou rejoindre un projet, si vous voulez rejoindre une équipe, pour une date de fin de soumission de PO qui est au 23 février 2023. Donc, je passerai sur les prochaines étapes que j'ai déjà résumées. Alors, comment se présente un projet XCCS ? Alors, ce sont des données générales. Donc, ce n'est pas marqué dans la pierre, mais on peut être flexible. La seule règle principale, comme on est un cluster, c'est qu'il faut avoir au moins minimum 2 pays membres d'Eureka. Ça, c'est une condition obligatoire. Ensuite, donc, il faut bien évidemment être dans le domaine d'XCCS RIA, comme je vous l'ai notifié. On a des projets généralement qui sont entre 2 et 30 millions en coût. C'est des projets de 3 ans, mais il y a dans le monitoring, vous avez des change requests qui vous permettent d'aller un peu plus loin si vous avez besoin de finaliser, d'avoir plus de temps pour votre projet. Tout ceci est fait en parallèle avec l'aval des autorités publiques. Et généralement, nous avons des participants entre 4 et 15 participants qui viennent d'un petit peu des entreprises jusqu'aux académiques. Alors, je vais passer assez rapidement. Je voulais juste vous montrer 2 types d'exemples de projets que nous avons qui sont en ce moment en cours chez Pinta. Celui-ci, parce qu'en fait, on a une grande flexibilité, ce qui nous permet aussi d'avoir des PME ou par exemple ici, c'est une start-up qui est leader de ce projet.
Donc, ce n'est pas uniquement des grands groupes. Donc, vous pouvez tout à fait, si vous faites partie d'une petite entreprise, avoir l'envergure de pouvoir diriger un projet coopératif international puisque vous avez l'aide et le support de l'Office. Le deuxième exemple, c'est un exemple de projet où on a toute la chaîne de la valeur. C'est ce que, effectivement, nous, on recherche de plus en plus en accord avec les autorités publiques, puisque vous avez des projets qui permettent d'être sur le marché assez rapidement et qui ont clairement une valeur ajoutée. Donc ça, c'est un des projets qui était de Pinta, du premier call de Pinta qui a reçu un award et qui était, dont le lead était ST Microelectronics. Ensuite, ici, vous avez une vue en fait des différents pays qui supportent clairement et qui ont fait un commitment de supporter XICS Co2. Donc, on a la France aussi cette année, on est très heureux. Donc, je passerai sur le reste. Et puis maintenant, bon, je vais laisser la place à BPI pour vous expliquer les financements en France. Voilà, merci. Merci. Je reprends juste une toute petite minute le micro. Donc, vous l'avez compris, hein, on est sur des grands projets, sur des projets avec, très généralement, hein, parce qu'encore une fois, c'est seulement la moyenne, mais donc de beaux projets, de projets qui vous permettent, vous, si vous êtes des PME, d'avoir le lead, mais pour autant de travailler avec des gros acteurs, des acteurs académiques. Et si vous êtes déjà des acteurs industriels reconnus, eh bien de pouvoir aller chercher ce qu'il vous manque en termes de briques technologiques chez des acteurs différents. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions comme l'a fait David. Alors, David, depuis, j'ai vu que vous aviez eu votre réponse. Le Royaume-Uni fait effectivement partie d'Eureka. Donc, ça vous laisse la possibilité, en plus, de travailler avec des acteurs qui ne sont pas forcément dans Horizon Europe. Donc, ça peut être un très bon point. Il y a la Suisse également, qui est sur certains sujets. Et là, donc, je vais laisser la parole à mon collègue Antoine Roux pour vous présenter le premier dispositif, puisque vous l'aurez compris, nous avons 2 types de financement pour la France. On sera plus généralement sans doute sur IDEMO, puisqu'on parle de ces tailles de projet. Mais si vous êtes une petite entreprise, et la seule petite entreprise étant la seule entreprise française, vous pouvez avoir besoin de moins de 4 millions d'euros d'assiette de votre côté. Et donc, je vous présenterai l'aide à l'innovation. Une petite précision très pratique, si vous avez des questions sur IDEMO, n'hésitez pas à les poser en même temps que la présentation, puisque Antoine devra nous quitter à 11h30 pour une réunion. Donc voilà, Antoine, je te laisse poursuivre. Merci Nolwenn. Alors, je vais enchaîner. Je vais mettre la caméra, c'est bon. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter, comme l'indique Nolwenn, l'appel à projet IDEMO. Je vais partir de là, ok. Donc, c'est un appel à projet qui s'inscrit dans le cadre du plan France 2030. Donc, le plan France 2030, c'est le plan de grande ampleur qui a été lancé il y a un an pour transformer l'économie dans tous ces secteurs, pour vraiment accompagner tous les grands enjeux de transformation de l'économie. Et donc l'appel à projet IDEMO, dans ce cadre-là, c'est un appel à projet un petit peu phare, car c'est un appel à projet générique qui n'est pas thématisé, qui est ouvert à tous les secteurs, donc qui vous concerne, et qui a pour objectif de vraiment financer des projets très structurants pour la compétitivité de l'économie et financer des projets qui visent à fabriquer, à développer des services, des produits à forte valeur ajoutée. Donc vraiment, on est sur des projets d'innovation de rupture. L'idée, c'est vraiment de financer une partie très particulière de votre projet industriel, c'est la partie R&D avant l'industrialisation, mais dont la maturité est déjà éprouvée, dont le prototypage est déjà fait. Donc, on est vraiment sur cette partie R&D avant l'industrialisation. Il existe d'autres appels à projets qui sont là pour financer l'investissement, la partie finale de l'industrialisation. Mais sur IDEMO, on est vraiment sur cette partie entre les deux. C'est pourquoi l'association, la collaboration entre des acteurs de recherche et des acteurs industriels est vraiment favorisée et vraiment attendue dans ce type d'appel à projet. Juste 2 mots sur France 2030. France 2030, donc c'est ce nouveau plan qui a été lancé. Il a une doctrine, il a quelques idées, on va dire, vraiment phares qui sont mises en avant. C'est vraiment de financer et de soutenir les acteurs émergents, donc les PME et également les startups. Donc ça, c'est vraiment une première chose. Et la deuxième chose, c'est de financer une part de risque, donc mettre en avant tous les projets qui ont cette part de risque importante, qui ont cette incitativité importante. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête lorsque vous allez postuler, si vous postulez à IDEMO, c'est le fait de soutenir les acteurs émergents et cette part de risque qui est importante.
et qui vraiment comptent dans l'innovation de rupture. Sur les attentes de ces projets, donc lorsque vous êtes en projet collaboratif, il faut savoir qu'il y a une limite de 6 partenaires lorsqu'on est en consortium, avec au moins une PME ou une ETI. Les projets sont portés uniquement par une entreprise. Il n'est pas possible d'être porté par un acteur de recherche. Et également, il faut que, comme je le disais, inclure des dépenses dans votre financement, enfin dans votre projet, des dépenses qui sont vraiment dans une phase de ce qu'on appelle recherche industrielle ou développement expérimental. La taille minimum pour postuler lorsque vous allez déposer un projet avec des dépenses de R&D, la taille minimum, c'est 4 millions d'euros. Il n'y a pas de plafond haut, mais le minimum, c'est 4 millions d'euros pour l'ensemble du consortium. Français ou international ? Côté français, oui, tout à fait, côté français. La durée des projets, elle est estimée entre 3 et 5 ans, donc ça, c'est quelque chose d'assez classique, mais également d'assez souple. Et après, avec le principe le principe do not harm qui existe. Donc là, c'est vraiment tout ce qui aurait des causes significatives néfastes sur l'environnement. Je vais revenir rapidement sur les critères de sélection. Donc, comme je l'ai un petit peu dit avant, il y a quelques piliers vraiment dans l'évaluation de ces projets-là, quelques vraiment critères assez forts et à retenir lorsque vous allez postuler. Le premier, c'est l'innovation, le caractère innovant du projet, à quel point il y a une rupture sur l'état de l'art, il y a un bouleversement industriel dans un secteur, dans une filière. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment une des premières choses qu'on regarde lorsqu'on évalue les projets. La deuxième chose, je dirais, c'est l'impact économique de votre projet. Vous avez une innovation de rupture, mais elle est associée à un modèle économique qui offre des retombées importantes, qu'elles soient directes, indirectes, qu'elles soient réplicables, qu'elle aille chercher des marchés importants, divers. Donc là, c'est toutes les précisions quantitatives, qualitatives que vous allez pouvoir apporter à la suite de cette innovation. Et les autres critères, il y a le critère, bien sûr, de performance environnementale, qui est un critère de plus en plus important dans le cadre de France 2030, qui fait l'objet de livrables, de demandes dans votre dossier de candidature. Et le dernier critère important, c'est aussi la qualité du consortium. Donc, on en parlait un petit peu, associer des partenaires émergents, des petits partenaires, une diversité de structures, acteurs de recherche, industriels, petites entreprises. Donc voilà, c'est vraiment travailler sur la complémentarité et la qualité globale du consortium. Donc ça, c'est les principaux critères de sélection. Sur les taux d'aide et le financement, il y a des principes très, très simples sur ce genre d'appel à projet. C'est au plus on est une petite entreprise, au plus le taux d'aide va être important. Donc là, vous le voyez sur ce tableau, je ne vais pas revenir en détail sur les chiffres, mais c'est un taux d'aide qui peut aller jusqu'à 80% pour une petite entreprise lorsqu'on est en consortium. Là, vous voyez le chiffre 80, c'est vraiment les taux d'aide maximum possiblement atteints. Lorsqu'on est une plus grande entreprise, effectivement, ce taux d'aide diminue. Donc ça, c'est la première chose. Lorsqu'on est un acteur de recherche, vous voyez qu'il y a 2 types de financements possibles. Les financements en coût complet, qui sont à 50%. Donc ça revient finalement à avoir un petit peu des financements comme pourrait l'avoir une grande entreprise, ou des financements à 100%, mais en coûts marginaux. Les coûts marginaux sont les coûts additionnels qui sont pris en compte dans le cadre du projet. Ça, c'est des choses qui sont détaillées dans le cahier des charges et c'est assez précis. Là, je vous le dis vraiment en synthèse. Sur les coûts éligibles, de manière générale, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsque vous avez un projet de R&D, la plupart des coûts sont éligibles. On a les coûts de salaire, les coûts de sous-traitance, les coûts d'amortissement, les coûts d'achat, les coûts de refacturation interne. Donc voilà, toutes ces choses-là sont des choses qui sont éligibles. Après, en fonction de la taille de votre entreprise, on va retenir une assiette. Et donc cette assiette, comme je vous le disais, elle est plus ou moins importante en fonction de la taille de l'entreprise. Donc on pourrait aller jusqu'à 80% dans le cas d'une petite entreprise. Sur la nature du financement, c'est un financement mixte. On vient de voir que pour certaines entreprises, on allait garder une assiette de 80% au maximum. Et sur ces 80%, on va avoir un financement mixte. Donc, c'est-à-dire que sur ces 80%, on va avoir une partie en subvention, une partie en avance récupérable. Pareil, là, la variable, elle va dépendre de plusieurs choses. On pourra aller jusqu'à 75% de subvention si on a des dépenses qui sont majoritairement recherche industrielle. Donc ça, c'est des catégories de dépenses qui sont précises. Et à l'inverse, il y a moins de recherche industrielle, mais davantage de dépenses de développement expérimental, on pourra aller jusqu'à 60%. Donc déjà,
Dans tous les cas, il y a une majorité de subventions et l'autre partie en avance récupérable. Et cette variable dépend de l'aspect, on va dire, plus recherche de votre projet. Sur le reste, la contractualisation, le suivi et le reporting du projet se fait toujours avec Bpifrance. Et en fait, c'est important de le préciser parce que ce financement-là, il se fait à des versements qui sont échelonnés en fonction de l'avancement du projet et c'est Bpifrance qui suit ça. Donc, c'est des versements qui se font en pourcentage et qui sont versés. Donc, une partie est versée à la signature, mais le reste se fait en fonction de l'avancement du projet tous les 6 mois, tous les 1 an. Ça dépend vraiment de votre projet, de la contractualisation que vous avez faite. Sur le processus de sélection, c'est un processus qui se fait en plusieurs étapes. Vous devez déjà déposer obligatoirement sur l'extranet votre projet avec un dossier de candidature qui contient plusieurs documents. Il s'agit d'un pré-dépôt, donc relativement léger, même si on vous demande 3-4 documents pour commencer. À la suite de ce dépôt, il y a un premier filtre de sélection qui se fait et ce premier filtre vous conduit en audition. Si vous passez ce premier filtre, vous allez en audition. Cette audition se fait devant un jury d'experts indépendants et de ministères et de Bpifrance, donc un jury d'experts. Si vous passez ces auditions-là, ces auditions qui se font à distance, je précise, vous entrez dans l'étape d'instruction approfondie. Donc là, on va vous demander d'affiner votre projet, de donner plus de détails sur le budget du projet, sur les éléments administratifs et financiers qui vont permettre de faire une proposition d'aide. Donc c'est une phase d'instruction qui se fait avec les experts de Bpifrance, qui prend 2 à 3 mois, voire plus, pour justement à la fin étudier toutes les dépenses et vous faire une proposition d'aide en avance récupérable approfondie. Votre projet repasse devant les ministères et à la fin, il faut savoir que c'est l'État qui valide la demande d'aide et c'est la signature du Premier ministre qui vraiment valide le fait que vous allez avoir vous allez avoir un financement Bpifrance et que la contractualisation suivra. Donc ça, c'est vraiment la particularité de cet appel à projet. C'est géré vraiment au niveau de l'État. C'est de l'argent de l'État qui est opéré par Bpifrance et la signature, elle se fait de la main du Premier ministre. Voilà, en gros, globalement sur ce processus de sélection, entre le moment où vous déposez et le moment où vous recevez votre décision de financement, il se déroule environ 5 à 6 mois en moyenne. Sur le calendrier, vous avez des dates possibles de dépôt qui sont échelonnées, on va dire, tous les 2 mois jusqu'au 20 juin 2023. Donc, la prochaine est le 3 janvier. Et ensuite, c'est le 7 mars, 10 mai. Voilà. Donc, ça, c'est pour les dates de relève. C'est à ce moment-là qu'on regarde les dossiers qui sont déposés. Comme je le disais, la soumission et le dépôt du projet se fait sur l'extranet de Bpifrance. Vous avez l'adresse qui est affichée sur le site web de l'appel à projet. Vous trouverez toutes les informations, cahier des charges, dossier de candidature, à peu près toutes les informations que je viens de vous donner. Également une adresse pour toutes les questions. Si vous en avez avant votre dépôt, n'hésitez pas bien sûr à nous contacter. On reste à votre disposition. Merci beaucoup Antoine. Alors nous avons beaucoup de questions, donc c'est très très bien. On va peut-être les prendre dans l'ordre si tu veux les reprendre de ton côté. Bien fait. Bon, Philippe, évidemment, le replay sera disponible, vous l'aurez automatiquement et on vous enverra les slides. Et pour le reste, je laisse Antoine répondre. Ok, je vais essayer de prendre toutes les questions. La première, donc IDEMO et pas IDEMO Europe, ce n'est pas, n'est-ce pas? Oui, IDEMO et IDEMO Europe ne sont pas les mêmes dispositifs. IDEMO Europe est un dispositif qui concerne les projets européens qui postulent à des appels à projets qui ont des partenariats spécifiques pour lesquels on va pouvoir ajouter le financement européen et ajouter le financement français. C'est-à-dire que ça concerne 2 dispositifs, KDT et EuroHPC. C'est-à-dire que si vous avez un consortium européen qui dépose à KDT, qui obtient une aide de KDT, il peut cumuler cette aide de KDT sur le même type de dépenses et avoir l'aide IDEMO Europe. IDEMO ne concerne pas ce cofinancement-là. Donc IDEMO, c'est bien seulement un financement national sans avoir le cumul de l'aide sur le même assiette de dépenses. Voilà pour IDEMO Europe et la distinction avec IDEMO. Les niveaux de TRL de départ dans un IDEMO. Alors, ce sont des indications qui sont faites par le cahier des charges. Les indications que vous trouverez, c'est des débuts de travaux 4-5, TRL 4-5 jusqu'à 7-8. On va dire que ça, c'est globalement, si on devait donner des indications, c'est à peu près ça. Mais bon, comme je vous le disais, tout est assez souple et assez relatif. Donc voilà, ça c'est l'indication que ça peut vous donner, c'est ça. Alors, une PME émergente.
j'ai pas de définition de PME émergente. On va plutôt donner des acteurs émergents comme des startups industrielles, mais des PME est un acteur qui peut être considéré comme émergent. Mais on va dire qu'il n'y a pas de là-dessus, il n'y a pas de définition particulière. Une PME sera forcément éligible et intéressante dès lors qu'elle intègre un consortium. Les projets de type RIA sont-ils bien éligibles? Car c'est ici une question de TRL7. Là, il me semble que ça concerne davantage IDEMO Europe, les projets de type RIA. Mais quand on parle de TRL7, oui, on est forcément dans cette phase-là. Je ne sais pas si je comprends bien la question, mais les projets type RIA, normalement, sont éligibles dans IDEMO Europe. Alors, quel est le taux de remboursement avec IDEMO? Alors, le taux de remboursement... Oui. Non, pardon. Le taux de remboursement, comme je l'expliquais, c'est un taux d'aide, en fait, qui est défini. C'est une assiette qui est choisie, qui est retenue en fonction de la taille de votre projet et de la taille des entreprises. Donc, vous avez à peu près un projet à 10 millions. Le taux de remboursement va dépendre des différentes entreprises qui sont présentes, mais il varie entre, on va dire, 50% et 70-80% en fonction des entreprises. Et à l'intérieur de ce taux d'aide qui est retenu, enfin de cette assiette d'aide qui est retenue, on attribue des subventions ou on attribue des avances récupérables. Pourquoi cette restriction de 30% à la sous-traitance? Alors ça, je n'ai pas la réponse exacte, mais j'imagine que c'est plus une logique de dire que il faut qu'il y ait un équilibre, on va dire, entre les dépenses entre les différents partenaires. Et pour trouver cet équilibre, on considère que si on dépasse 30%, ça fait un équilibre peut-être trop important, enfin un déséquilibre trop important en faveur de la sous-traitance. Donc, c'est pour respecter, on va dire, des parts de chaque partenaire dans le budget global. Pour les labos, comment se fait l'allocation de remboursement coûts marginaux, coûts complets? Alors, pour les laboratoires, je ne l'ai pas précisé, mais ce sont uniquement des subventions. Que ce soit coûts marginaux ou coûts complets, le financement se fait uniquement en subvention. Quel est le pourcentage de préfinancement à la signature du contrat? Alors là, ça dépend de votre projet, mais en général, en moyenne, ce qu'on constate, c'est qu'on a des versements de 20 à 25% à la signature. Je dis bien en général, en moyenne. Voilà. C'est en fonction de votre contrat, mais c'est ce qu'on retrouve. En cas de projet collaboratif international, le critère de 4 millions est relatif aux participants français ou bien à l'ensemble des participants internationaux? Là, on parle bien des participants français. Lorsque vous allez déposer à IDEMO Europe, vous allez déposer avec un projet collaboratif où chaque partenaire fait une demande d'aide à IDEMO, donc à des aides françaises. Et là, le critère, c'est bien 4 millions pour déposer. Là, c'est IDEMO, pas IDEMO Europe. Oui, là, IDEMO, c'est bien 4 millions. Quelle serait la date à viser compte tenu du timing de... XCS, alors ça, peut-être Sherazade peut rebondir. Je pense que, alors nous, la deadline, donc comme je vous l'ai montré pour la soumission de la PO, sera le 23 février. Donc, moi, tout dépend en fait de l'avancée du projet. Je ne sais pas si c'est faisable d'avoir... d'aller sur une deadline sur le 3 janvier pour un dépôt d'IDEMO, ça me semble vraiment très ambitieux. Très juste, ouais. Donc, je dirais que vous pouvez viser la date de dépôt du 7 mars pour BPI, ce qui me semble tout à fait en lien avec la date de XCS. Et vous l'aurez compris, de toute façon, ce sont des deadlines qui reviennent tous les 2 mois, donc on n'est pas sur un appel à projet annuel. Vous avez la possibilité de prendre plus ou moins de temps en fonction, mais voilà, de ne pas bâcler cette demande, parce que vous l'aurez compris, elle est quand même exigeante. Exactement, c'est important de bien prendre son temps, de pas déposer justement trop vite, parce que vous risquerez de justement avoir un projet qui n'est pas suffisamment mature et d'avoir un retour en vous disant là, c'est pas encore bien mature et revenez dans 2 mois. Donc là, vous allez perdre du temps. Donc autant se concentrer sur une date en se disant on prend le temps vraiment de préparer ce dépôt. Alors, je vais essayer de prendre quelques dernières questions. Peut-être sur la timeline.
on peut y répondre après. Alors, il y a des questions sur le préfinancement et signature. Alors, en fait, là, sur le versement, en fait, vous avez un versement à la signature qui se fait, et en fonction à chaque fois de l'avancement du compte. Enfin, dans votre contrat, il y a un échelon de versement qui est défini. Ce n'est pas forcément des pourcentages, c'est vraiment des jalons au sein de votre projet, au sein des dépenses, qui permettent l'avancement. Et si les conditions sont remplies dans votre projet, vous bénéficiez des versements. Ça, c'est vraiment la toute fin. C'est bon. Ouais, alors, c'est bon, super. Pour les autres questions, on va essayer d'y répondre parce qu'Antoine doit nous laisser. Ouais. Mais si vous avez des questions et que vous jugez que mes réponses ne sont pas assez claires, je vous mettrai en relation. Vous avez de toute façon l'adresse ici, idemo@bpifrance.fr. C'est Antoine qui recevra vos mails. Donc, n'hésitez pas. Et puis, l'idée, de toute façon, c'est qu'on puisse discuter de vos projets en amont, que vous puissiez nous expliquer un petit peu quels sont vos cas particuliers pour qu'on essaye de vous aiguiller au mieux. Donc, voilà, n'hésitez pas à prendre contact directement. Merci beaucoup, Antoine. Merci à vous. Merci, Laurie. Bon, voilà, je suis de retour sur mon ordinateur, donc j'espère que vous m'entendez bien. Peut-être pour poursuivre sur les questions que vous posiez tout à l'heure, pour voir si on peut y répondre encore à 2-3 que je prenne. Alors, je vais répondre peut-être sur la question de Franck. Je ne comprends pas trop le lien entre XCS international et cet appel à projet BPI France, projet national. C'est une bonne question. On n'a peut-être pas été assez clair. En fait, le programme international, qui est le programme Cluster et XCS, c'est un programme sur lequel vous allez déposer finalement c'est un projet technique sur lequel vous allez évidemment parler de vos coûts, etc. Mais l'évaluation qui va être réalisée par les experts du cluster et puis par BPI France va être sur cette base purement technique. Là où BPI France arrive, c'est en tant que banque, c'est-à-dire pour le volet financement. Donc, si vous voulez, vous allez avoir cette double évaluation, l'évaluation technique qui va être sur cette base, même si on va vous demander, vous l'aurez vu, d'autres documents sur le volet technique sur IDEMO, on va avoir cette base internationale pour savoir un petit peu quelle est l'action de chacun des pays, pour comprendre quelle est la logique de cette volonté de travailler ensemble et quelle est la valeur ajoutée de cette synergie internationale sur ce sujet-là. Et donc ça va être sur le volet technique. Et pour compléter et avoir une évaluation financière pour savoir sur combien de financement on peut vous accompagner, là, c'est le rôle de BPI France. Et c'est pour ça qu'il faut soumettre dans ce cadre d'IDEMO chez BPI France. Donc en gros, vous avez une demande internationale et une demande de financement national à remplir pour avoir, le financement et être sélectionné pour ce programme-là. J'espère que ça répond à votre question. Pour David, il faut au minimum un partenaire international. Alors, effectivement, c'est le minimum, mais vous l'aurez vu, hein, en moyenne, on est à généralement des consortia beaucoup plus importants. Mais effectivement, le minimum, c'est d'avoir 2 partenaires dans 2 pays différents membres de RECA, qui était la petite carte que je vous ai montrée au début et que vous retrouvez évidemment à la fois dans les slides de Sherazade et puis sur le site. Et d'ailleurs, je vais juste peut-être complémenter, puisque du coup, je passerai très vite dessus. Tout à l'heure, j'ai une explication là-dessus. Nous, on vous conseille vivement, même c'est plus qu'un conseil, d'avoir au moins 3 pays à votre PO, parce que si vous avez une problématique d'évaluation avec un pays qui ne finance pas, si vous vous retrouvez avec une proposition uniquement de 2 pays, votre projet n'est plus éligible par la suite. Donc vraiment, on insiste sur avoir au moins 3 pays. Super. Et alors, bon, on va peut-être avancer et on répondra aux questions ensuite. Hein. Mais effectivement, Fabienne, il y a une nécessité de synchronisation des financements avec les autres pays. Alors, c'est un peu le rôle d'XCS aussi et d'ANEAS de faire en sorte que tout le monde soit homogénéisé. Mais il faut savoir que cette demande nationale parallèle ou postérieure de peu à cette demande internationale avec XCS est valable pour tous vos partenaires internationaux. Donc, c'est-à-dire que chacun va devoir faire cette démarche nationale auprès de son agence d'innovation et demander également du financement. Et l'idée, c'est qu'on ait ensuite une sorte de comité final pour décider un petit peu quels sont les pays qui pourront financer pour mettre ce projet, pour donner toutes ces chances à ce projet. Donc, je vous propose de poursuivre. Vous l'aurez compris, donc on est généralement, en fait, je pense que le dispositif financier qui sera utilisé du côté BPI France pour vous aider à soutenir ce projet-là sera IDEMO, dans la mesure où on est généralement sur des gros projets avec des consortia importants et des assiettes qui, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, frôlent, en tout cas, sont de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, c'est pour ça qu'IDEMO est beaucoup plus
relevant. Je suis désolée, je n'ai pas tous les mots, je sors de quelques jours dans un pays anglophone. En revanche, vous l'aurez compris, c'est aussi un programme qui s'adresse à des entreprises de toute taille. Donc, il est possible que vous vous trouviez seul PME ou seul ETI, de moins de 2000 employés, vous le verrez, à postuler du côté français, et donc pas forcément en ayant une assiette de 4 millions d'euros, puisque c'est le minimum national français dont on va avoir besoin pour vous faire passer dans la case IDEMO. Dans ce cadre-là, nous avons un autre financement qui est l'aide à l'innovation, sur lequel je vais un petit peu moins m'étendre parce que je pense que ça touchera moins de monde. Mais l'idée de cette aide à l'innovation, c'est effectivement, donc on retrouve ce minimum international avec au moins une entreprise française, au moins une entreprise de l'autre côté, mais c'est une règle XCS également. Et là, on va être sur des financements du coup moins importants, puisqu'on peut aller de 50 000 euros, ce qui sera, je pense, assez rare, jusqu'à 3 millions d'euros, mais sachant que ça, ce sera forcément corrélé à votre niveau de fonds propres. Et l'idée là-dedans, c'est qu'on sera sur une aide au développement de l'innovation, donc des aides que vous connaissez peut-être, car ce sont des aides assez classiques au niveau national pour BPI France. Et on sera plutôt sur des avances innovation, donc des avances remboursables ou des pré-innovations R&D. L'idée étant qu'on puisse partager le risque avec vous sur ces avances remboursables, donc en fonction du risque, c'est-à-dire qu'on vous avance de l'argent et qui n'est remboursable qu'en cas de succès technique et donc de retour sur investissement. En cas de problème et de technical failure, en réalité, du coup, on ne vous demandera pas de rembourser cette somme, en tout cas pas entièrement, et comme ça, on partage ce risque avec vous. Et puis le prêt Innovation R&D, qui est un prêt à taux bonifié, qui vous permet, et là je rebondis sur les questions qui avaient été posées pour IDEMO, à l'inverse de l'avance remboursable, on va évidemment avoir des milestones sur lesquels on va décaisser certaines tranches. L'avantage de ce prêt, c'est qu'on vous donne 100% de la somme au départ, et il n'y a pas ce constat de fin de programme avec le détail, donc c'est aussi très pratique. Donc ce sont deux autres types de financement, mais qui s'adressent du coup à des profils un petit peu plus petits, puisqu'on sera sur une aide de maximum 3 millions d'euros et donc des assiettes qui seront forcément plus petites. Donc gardez ça en tête, même si je pense encore une fois que IDEMO sera très généralement celle qui sera choisie dans ce cadre-là. Je passe rapidement sur le process parce qu'on en reparlera. L'idée, et je réinsiste dessus pourtant, c'est que vous puissiez vraiment venir prendre contact avec nous au plus tôt pour qu'on puisse vous aider à y voir plus clair déjà entre cette ADI, du coup, cette aide au développement de l'innovation ou IDEMO, qu'on puisse vous aider aussi, on va y revenir dans un tout petit instant, vous aider peut-être à monter votre consortium, à trouver les bons partenaires, à monter le dossier en tant que tel. C'est l'étape 3 finalement. Donc n'hésitez pas, première étape, venir nous voir pour qu'on parle de votre cas très précis et puis ensuite qu'on puisse vous accompagner vraiment au-delà du financement dans le montage de dossier. Et c'est donc justement cette quatrième partie que l'on arrive sur quel accompagnement en amont on peut vous proposer, sachant qu'il y a un accompagnement XCS. Donc Sherazade va vous présenter dans un instant ce qui existe en termes de plateforme, de mise en relation avec de potentiels partenaires pour savoir un petit peu quels votre projet et écrire votre dossier, et un accompagnement EEN, Enterprise Europe Network, pour vous aider aussi à trouver des partenaires. Tout ça, c'est dans un instant. Sherazade, si tu veux poursuivre. Merci Nolwenn. Quelle belle transition. Alors, de notre côté, et on est, j'allais dire, en plein dedans, puisque la semaine dernière, en fait, nous avons eu notre grand événement qui était FX, qui était le brokerage event, en fait, de XCS. Mais rien n'est perdu, puisque, en fait, je vous invite vous l'avez sur l'écran, à vous loguer, à vous enregistrer sur cette plateforme, qui est la plateforme, en fait, pour rechercher des partenaires, mais aussi pour, si vous avez une idée, poster votre idée ou rejoindre une idée qui vous plairait ou dans laquelle, effectivement, votre expertise, enfin, le leader est à la recherche de l'expertise que vous pouvez lui fournir. Donc ici, vous avez l'adresse. Donc, en gros, l'outil se présente de cette manière-là. L'outil vous permet en fait de créer votre idée, de rechercher des partenaires, de rechercher d'autres idées sur lesquelles vous pourrez peut-être, si vous avez une idée qui est similaire à la vôtre, vous pourrez éventuellement merger et en créer une seule. Et vous avez aussi la possibilité en fait de laisser des messages. Donc, je vous ai ici fait une petite impression sur écran pour que vous puissiez voir en fait ce qu'il y a sur cette plateforme. Je vous invite à y aller dès aujourd'hui, puisqu'en fait, nous avons beaucoup de projets, d'idées de projets qui ont été créés.
Notamment, on a eu pendant notre événement en fait une délégation canadienne qui est venue et qui a présenté plusieurs idées avec plusieurs entreprises. Donc, si vous recherchez un partenariat aussi outre-Atlantique, je trouve que c'est effectivement pour ce Call 2 une très très belle opportunité. On a un très bon taux en fait avec les Canadiens depuis XCCS Call, le premier call de l'année dernière. Donc ici, je vous ai donné un exemple qui a été un exemple de pitch que nous avons reçu la semaine dernière, pardon. Et c'est un projet en fait qui s'appelle La Rambla et qui va soumettre dans XCCS Call 2. Ici, sur l'écran, vous voyez qu'effectivement, vous pouvez joindre cette idée directement en cliquant. Vous pouvez aussi contacter directement l'initiateur en fait de cette idée pour lui poser plus de questions. Et au milieu de l'écran, vous voyez directement en fait le besoin en fait de ce partenaire, les besoins d'entreprise et dans quel pays par exemple, ou vraiment le type qui recherche pour compléter en fait leur projet. Donc, vous pouvez rechercher des partenaires aussi spécifiques. Si vous faites partie d'un écosystème, vous souhaitez, ou vous avez fait partie d'un écosystème, vous souhaitez le réaliser à nouveau ou effectivement compléter, vous avez effectivement cette possibilité-là avec cet outil. Donc, vous pourrez rechercher par pays, par type d'organisation, par événement. Donc ça, c'était cette partie pour vraiment de construction de votre projet, où effectivement nous sommes depuis l'ouverture fin septembre du call jusqu'à janvier, on est sur une construction d'idées, sur des rapprochements entre partenaires. Maintenant, un peu plus concrètement sur la possibilité, qu'est-ce qui ferait effectivement votre proposition, le succès de votre proposition. Donc, je pense que ça a été aussi souligné par Antoine, où il a parlé de part de risque. Effectivement, c'est ce que aussi nous recherchons pour le consortium international. C'est avoir aussi l'ambition du projet. Il a aussi il faut aller au-delà de l'état de l'art. Effectivement, ça c'est aussi un critère important à prendre en compte, pas uniquement au niveau France, et au niveau aussi du projet dans sa globalité. Et une chose qui est très importante, parce qu'elle revient au niveau des différents États membres, c'est comment vous allez et avec qui vous allez commercialiser vos solutions et créer de nouvelles opportunités. C'est un impact économique et social qui est très, très important et qui rejoint en fait les différents pays avec lesquels nous sommes en partenariat. Donc, je pense que ça a été aussi souligné par Nolwenn. Vous devez bien comprendre qu'effectivement, vous avez des critères nationaux, mais il y a aussi des critères internationaux qui rejoignent les critères nationaux. Effectivement, nous, on a une équipe d'experts qui va évaluer techniquement votre projet à l'international. C'est-à-dire que nos experts vont regarder en fait vos résultats et ce que vous proposez en fait au niveau du consortium, et c'est la relevance en fait du consortium international. Et bien évidemment, avec toute la réalité d'aujourd'hui, on a aussi un fort attrait sur des projets qui sont ce qu'on appelle des green issues, de manière générale. Et effectivement, votre proposition doit être une proposition qui doit être ambitieuse, comme je l'ai dit, unique, mais qui doit être aussi réalisable. Et vous devez clairement le démontrer dans votre proposition. Alors, au niveau de la soumission du projet en lui-même, c'est-à-dire pour aller sur la deadline du 23 février 2023, vous devez utiliser une autre plateforme que celle sur laquelle vous construisez votre projet, qui est une plateforme que nous partageons en fait avec KDT et aussi d'autres programmes. Cette plateforme que je vous présente pour XCCS qui est à l'écran, c'est la plateforme à laquelle vous devez utiliser pour soumettre votre projet XCCS Call 2. Donc, vous devez bien évidemment vous enregistrer. Vous aurez la possibilité d'avoir deux manières, en fait, de manière complémentaire de soumission pour votre projet. Vous avez des informations que vous devez donner en ligne et vous avez un document qu'on appelle la Project Outline Annex, qui est un document Word sur lequel vous devez décrire votre projet. Alors, de manière générale, je dirais que ce que vous devez informer dans l'outil, c'est les data, c'est-à-dire les efforts et le coût de votre projet.
Et en gros, la description de votre projet se fait sur le document Word. Bien évidemment, le plus tôt vous commencez, le meilleur, puisque la deadline est une deadline fixe, il n'y aura aucune exception, puisqu'en fait, le process est un process qui a été optimisé au maximum. Nous travaillons en étroite collaboration avec les différentes entités, les différents États membres, et il est assez difficile, puisque chaque État a des process nationaux différents, avec des deadlines différentes. Donc, on a essayé au maximum d'optimiser. Et effectivement, comme Nolwenn l'a souligné, je vous invite vraiment à les contacter en amont. C'est aussi une de nos requêtes. Merci beaucoup. Donc, vous l'aurez compris, 2 aides finalement chez XCS. À la fois cette plateforme pour vous aider à trouver des projets qui préexistent ou déposer les vôtres pour chercher des partenaires, mais également un conseil sur comment construire un bon projet, puisque c'est eux qui ensuite remettront vos dossiers à leurs experts pour évaluation. Et nous, de notre côté, on essaye aussi de vous accompagner à travers 2 choses notamment. La première, c'est ce DIAG, Partenariat Tech International. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà croisé pour répondre à des Horizon Europe, Eurostars, etc. Le principe est simple. Si jamais vous souhaitez vous faire accompagner par un expert externe pour trouver les partenaires, pour écrire le dossier ou découper un petit peu, monter le projet en découpant les work packages, etc. Et que donc vous faites appel à cet expert externe, et bien BPI France peut prendre en charge jusqu'à 50% de cette prestation externe dans la limite de 25 000 € achetés, donc 30 000 TTC. Si vous êtes chef de file. L'idée est simple, donc, c'est si je prends un cas très concret, vous prenez un expert, peut-être un consultant qui a l'habitude de monter des projets européens, qui a l'habitude de bien formaliser, qui va vous aider un petit peu à mettre au clair le type de partenariat que vous pourriez faire avec un consortium important, eh bien, sachez que si vous faites appel à cette personne-là, nous, on peut prendre en charge une partie de la prestation. Le dépôt se fait en ligne. On parle parce qu'on a parlé de beaucoup de plateformes différentes, de dépôts différents, etc. Bon, là, globalement, vous avez le lien qui est sous le petit ici de l'étape 2 à droite de votre écran. La demande ne doit pas vous prendre plus de 15 minutes. Donc, on est vraiment sur un quick win si jamais vous faites appel à, encore une fois, une personne extérieure à votre entreprise pour vous accompagner sur ce projet-là. Donc, première chose, le DIAG Partenariat Tech International. Et la seconde, c'est Enterprise Europe Network, parce que BPI France fait aussi partie de ce réseau, qui est un réseau financé par la Commission européenne pour aider les entreprises des différents pays, en l'occurrence pour nous, françaises, à accéder à des programmes collaboratifs avec d'autres pays, pas exclusivement de l'Union européenne, mais en l'occurrence, évidemment, ils aiment beaucoup ça. Et l'idée, c'est simple, c'est qu'une partie des activités d'Enterprise Europe Network est le Partnering Agreement, ce qui signifie que vous pouvez nous faire une expression de besoin du profil que vous allez chercher, peut-être d'une zone géographique aussi avec laquelle vous souhaiteriez vous rapprocher parce que ensuite vous voulez commercialiser votre solution dans ce pays. Et nous, on peut faire transmettre ce profil et ce profil de besoin dans le réseau Enterprise Europe Network qui est aujourd'hui présent dans 60 pays. L'objectif étant du coup d'aller demander à nos collègues s'ils n'auraient pas des personnes de leur portefeuille qui pourraient répondre à ces besoins. Donc voilà, tout ça est gratuit. Donc, n'hésitez surtout pas à faire appel à ces choses-là. Encore une fois, je pense qu'on peut parler de quick win. On arrive à la fin de la présentation. Vous avez ici donc les deadlines en rappel en haut. Donc, la première étape, Project Outline, sera en février et la soumission de la full proposal sera en mai. Et puis ensuite, on vous a remis évidemment de quoi suivre l'actualité du réseau et les contacts. Donc, tout ça, encore une fois, vous sera envoyé. Vous avez ici les contacts donc, de l'équipe en charge d'XCS et puis ici, de l'équipe de notre côté. Donc, nous avons une adresse générique que à la fois Antoine et moi recevrons, donc cluster-reca@bpifrance.fr. Et puis sinon, vous avez donc les 2 adresses de nos 2 équipes pour que nous puissions recevoir ça. Et je vous propose de regarder les dernières questions. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Alors, pour commencer peut-être, le Maroc est-il membre d'Eureka ? Et non, malheureusement, on est en pleine discussion avec le Maroc pour essayer de voir ce que l'on peut faire, mais on est encore relativement loin de Maroc en tant que membre Eureka. Donc peut-être dans le futur, mais pas aujourd'hui. Alors ensuite, si vous souhaitez intégrer le Maroc à votre consortium, vous avez la possibilité. Si vous avez déjà parce qu'il peut être pays considéré comme pays associé. Donc, si vous avez déjà 2 pays Eureka dans votre projet, dans votre consortium, vous avez la possibilité d'agiter le Maroc. Bien évidemment, il faut que techniquement, vous pouvez l'expliquer et que ça apporte une plus-value effectivement à votre projet. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, il sera bien évidemment sur fonds propres.
Voilà, c'est la particularité. Il est évident que, donc, on vous disait, le minimum, c'est 2 entreprises de 2 pays, enfin 2 entreprises, 2 acteurs, en tout cas de 2 pays différents, membres d'Eureka. Si jamais vous souhaitez joindre des entreprises ou acteurs de l'écosystème qui ne sont pas membres, qui ne sont pas issus de pays membres, c'est possible. Simplement, il faut bien avoir en tête qu'ils seront forcément minoritaires. On ne peut pas considérer que, par exemple, vous ayez un acteur des États-Unis qui fasse 70% des coûts, parce que ce n'est pas le principe. L'objectif, c'est qu'on travaille quand même entre acteurs des pays membres. Et ensuite, évidemment, ce que disait Sherazade à l'instant, il ne sera pas financé puisqu'il n'a pas d'agence d'innovation derrière pour le financer. Mais c'est envisageable. Je poursuis, David, pour l'aide à l'innovation, pas besoin de labo. Alors, la particularité, c'est effectivement que l'aide à l'innovation, contrairement à EDEBO, ne peut pas financer de laboratoire. C'est-à-dire que les labos ne pourront intervenir, partenaires académiques plus généralement, ne pourront intervenir qu'en tant que sous-traitants pour le coup. C'est-à-dire que le financement sera reçu par l'entreprise qui leur reversera une partie pour leur aide, mais l'aide à l'innovation est exclusivement faite pour les PME et ETI de moins de 2000 employés. Et il faut devis contre devis pour la presta. Alors, si on parle de DIAG, Partenariat Tech International, je ne sais pas si c'est ça, j'espère. Si c'est bien là-dessus, pas forcément devis et contre-devis. L'idée, c'est que vous avez 2 choses. Soit vous savez déjà avec qui vous voulez travailler, puisque vous connaissez ce consultant depuis très longtemps ou cet expert depuis très longtemps et vous savez ce qu'il vaut et vous avez envie de travailler avec lui. Très bien. Vous lui demandez un devis et vous nous le soumettez dans la petite demande dont je parlais à l'instant. Et on va vérifier si cet expert est référencé chez nous. S'il l'est, pas de problème, comme une lettre à la poste. S'il ne l'est pas, il va falloir qu'on vérifie si on peut le référencer. C'est-à-dire qu'on va vérifier quand même quelles sont ses qualités, quel est son track record, quel est son CV pour vérifier qu'on ne finance pas non plus des prestations qui n'aboutiront pas parce que c'est le premier projet de cette personne et qu'ils ne sont pas à l'aise, par exemple, avec les projets internationaux. Maintenant, si vous n'avez pas de partenaire, d'experts avec lesquels vous travaillez, comme je le mentionnais à l'instant, on a une base de données d'experts référencés de notre côté. Et donc, vous pouvez tout à fait nous demander de vous adresser quelques recommandations. Parce qu'on a référencé des experts en fonction de leur capacité sectorielle et de projets, de programmes. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous aussi pour vous référencer auprès de consultants, enfin de consultants et d'experts. Merci, David. Pour l'aide à l'INO, le plafond de 30% max de sous-traitance s'applique-t-il aussi ? Alors, c'est une excellente question. Évidemment, je rejoins Antoine dans son analyse. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de faire trop de sous-traitance parce que sinon, ça n'a aucun sens. Déjà qu'on est dans du collaboratif et il faut que ce soit du collaboratif entre pairs. Si en plus vous ajoutez beaucoup de sous-traitance, la création de valeur, il faut à un moment qu'elle soit chez vous parce que c'est chez vous qu'on va la financer. Par contre, est-ce que le plafond est à 30% exactement ? Je ne sais pas, en toute honnêteté. Et si vous êtes dans le cas plutôt d'une aide à l'INO, ce que je vous invite à faire, c'est prendre contact avec votre chargé d'affaires innovation chez BPI France. Et si vous ne le connaissez pas, vous pouvez m'écrire pour que je vous mette en relation avec lui ou elle, puisque c'est de toute façon cette personne-là qui va analyser votre dossier et décider un petit peu des coûts qui seront retenus. Et donc, c'est tout à fait une question à laquelle cette personne pourra répondre. Y a-t-il une plus-value particulière sur des thématiques stratégiques ? Alors, peut-être, je te laisse répondre, Sherazade. Alors, je ne sais pas, la plus-value dans quel sens ? Est-ce qu'on gagne des points, c'est ça Plus-value dans l'évaluation je dirais pas, je le mettrai pas comme plus-value, mais il y a un intérêt si vous êtes sur un projet collaboratif avec des pays dont la roadmap, effectivement, c'est une priorité. Déjà, en termes d'évaluation nationale, vous aurez, je pense, un boost et plus de chances. Et si vous créez vraiment de la plus-value et que votre technique, il y a vraiment, vous avez une plus-value technique qui est démontrée, qu'on est sur qu'on répond à des thématiques qui sont des thématiques sur lesquelles on est sensibilisé de nos jours. Oui, vous êtes bien, on va dire que vous partez bien, quoi. Et peut-être pour compléter, effectivement, de notre côté, à part cette question de ne pas porter dommage à l'écosystème, à l'environnement, etc., du côté français, on ne va pas mettre plus de points parce qu'on est sur une thématique plus particulière. En tout cas, Antoine ne l'a pas mentionné. Je ne pense pas que ce soit le cas de son côté non plus.
En revanche, c'est vrai que Sherazade soulignait un très bon point, c'est qu'il faut que vous alliez vérifier du côté de vos partenaires. Parce que ce qui est le cas pour la France, c'est-à-dire qu'on reste globalement sans thématique particulière, n'est pas forcément vrai pour tous les écosystèmes. Et donc, c'est important de vous tourner vers vos partenaires pour qu'ils aillent vérifier ça. Je prends un exemple qui n'est pas forcément lié au cluster, parce que je ne sais absolument pas dans le cadre des clusters, mais je sais par exemple que dans le programme Eurostars, qui est un autre programme du cadre Eureka, le Danemark a décidé de ne plus financer que les projets en relation avec la Green Tech. Pour essayer. Donc, typiquement, ce sont ces petites choses qu'il va falloir aller vérifier auprès de nos homologues, donc les agences d'innovation dans les différents pays. Et ça, c'est vraiment à vos partenaires de le faire, parce que ça leur permet également de prendre contact avec eux. Et je sais que toutes les agences d'innovation demandent à ce que les contacts soient faits avant le dépôt. Alors, Franck, excellente question sur est-ce qu'il y a des critères en termes d'emplois nouveaux et pour savoir le ratio MO, c'est je ne l'ai pas. Désolée. MO, c'est je sais pas. Ouh là là. Bon, alors MOQ, c'est manpower, non? Main d'œuvre, merci. Ouais, c'est ça, manpower. Okay. Alors, si vous voulez, il n'y a pas de critères chiffrés sur ça. On ne va pas en deçà d'un certain nombre d'emplois créés, on ne finance pas du tout. En revanche, c'est vrai que ce sera pris en compte dans l'analyse, c'est-à-dire que si vous voulez, dans les coulisses de notre côté, on va avoir une analyse du projet qui va être une analyse, par exemple, pour une startup. Analyse startup, on va effectivement voir quelle est la création de valeur et quel est l'impact de ce projet. C'est un impact qui va avoir un impact peut-être sur l'environnement, un impact peut-être on l'espère, sur l'état de l'art, etc. Mais on va mesurer cet impact finalement de qu'est-ce que c'est pour l'économie. On en a parlé, hein, et donc effectivement, je pense qu'il faut mettre en valeur s'il y a des emplois créés. Et voilà. Après, dans la R&D en tant que aussi main d'œuvre par rapport au coût, on est sur généralement des gros pourcentages. C'est-à-dire que je sais en tout cas que pour l'ADI, on est essentiellement sur du temps humain. Alors évidemment, hein, comme le mentionnait aussi Antoine, on est sur de l'achat de matériel et du coup tout ce qui est amortissement, etc. Mais on a beaucoup de financement qui passe sur le coût ingénieur et autres. Alors, j'attendais cette question, François. Quel intérêt à soumettre XCS plutôt que directement dans un IDEMO national? Écoutez, je pense que la réponse, c'est que IDEMO national, c'est un IDEMO national, justement. C'est-à-dire que vous allez être... si vous demandez directement un IDEMO sans passer par le cluster, on va s'attendre à ce que tous les partenaires du collaboratif soient au niveau national. Donc, vous ne pourrez travailler qu'avec des acteurs français. Là où... donc, deux choses. Hein. Là où vous pourrez, en fait, utiliser ça dans un cadre international en déposant aussi pour XCS, donc c'est sa première chose. Et la seconde, c'est que si vous avez un intérêt réel à travailler avec des acteurs internationaux, importance quand même, c'est que du coup, ces acteurs internationaux seront également financés par leurs agences nationales d'innovation en passant par XCS. Alors que si vous demandez un IDEMO national classique, les Français seront financés, mais pas les autres partenaires. Et donc, c'est quand même un énorme coût en moins si vos partenaires se font également financer par leurs agences d'innovation. Voilà, j'espère avoir été claire. Si vous avez une dernière question, peut-être, parce qu'il est à 11h59, et puis sinon, on a été particulièrement efficace en termes de timing. On attend une petite minute, il est midi, ensuite on vous laisse pour partir manger. Merci Louis. En tout cas, n'hésitez pas. Hein. Oui, désolé David. C'est vrai qu'une heure, on s'est dit que c'était un petit peu un challenge. C'est ambitieux. C'est ambitieux. Donc, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de potentiel dans ce programme-là. N'hésitez pas à regarder un peu plus en détail. On va vous envoyer toutes ces informations. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit du coup, encore une fois, l'équipe XCS ou bien l'équipe BPI France pour qu'on en parle directement, qu'on parle de vos besoins en amont et qu'on puisse vous conseiller au mieux et surtout vous accompagner au-delà même du financement final, hein, qu'on puisse vous accompagner dans le développement, trouver les bons partenaires, etc. On espère que vous aurez eu beaucoup d'informations et que vous arriverez à les décanter. Mais prenez contact avec nous, ce sera avec plaisir qu'on discutera. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention jusqu'à la toute fin. Et puis, bon appétit et à bientôt. Au revoir.